et le Gonfaloniera 10 années après, un Médicis Ardingo de Buenagiunta était déjà prieur en 1291 et gonfalonier en 1295. Par la suite, la même famille compta parmi ses membres 61 prieurs et 35 gonfaloniers. Veut-on savoir où en était la famille des Médicis vers la fin du XIVe siècle? Écoutons ce que dit d'elle-même dans un livre de souvenirs écrit de sa main un de ses plus illustres fils, Fuligno di Conte, qui s'adresse à ses descendants. Le manuscrit porte la date de l'année 1370. « Et je vous prie encore, dit-il, de conserver non seulement la riche fortune, mais encore la haute position que vous ont acquise nos ancêtres, lesquelles sont grandes, et avaient coutume d'être plus grandes encore, mais commencent à baisser par la pénurie de vaillants hommes où nous nous trouvons à cette heure. Nous dont c'était la coutume de ne pas les compter, tant nous en avions, si bien que notre puissance était si haute qu'on disait à tout homme qui était grand, « Tu es grand comme un Médicis ». Si bien que notre justice était si connue que, toutes les fois qu'on racontait un acte de violence, on criait « Si un Médicis avait fait cela, que dirait-on » Et cependant, comme toute déchue qu'elle est, notre famille est toujours la première pour la position, les clients et la richesse, plaise au Seigneur de la conserver ainsi, car, au jour où j'écris ces paroles, Dieu en soit loué, nous sommes encore environ, de notre race, 50 hommes de cœur. Il est vrai que Fuligno di Conte de Médicis écrivait ces lignes à la grande époque de la République, c'est-à-dire entre Farinata dei Uberti, qui en fut le Coriolan, et Pietro Capponi, qui en fut le Scipion. À Fuligno di Conte, connu par ses mémoires, succéda Sylvestre de Médicis, connu par ses actions. Il était né comme Dante venait de mourir. Il avait joué enfant au pied du campanile de Giotto, qui sortait majestueusement de terre. Il avait connu Pétrarque et Boccace, qui, à une année de distance l'un de l'autre, étaient allés rejoindre Dante. Il était contemporain de ce Coluccio Salutati, duquel Visconti disait qu'il redoutait plus une seule de ses lettres que 1000 cavaliers florentins. Il avait assisté à cette étrange conjuration de Ciompi, qui avait tout changé dans la République, en élevant ce qui était bas, en abaissant ce qui était haut. Il avait vu tomber sans jugement les têtes de Pietro des Albizzi, de Jacopo Sacchetti, de Donato Barbadori, de Cipriano Mangioni, de Giovanni Anselmi et de Filippo Strozzi, l'aïeul de cet autre Strozzi qui, 2 siècles plus tard, devait mourir aussi pour la République. Il avait vu exiler Michel de Lando, qui lui avait arraché des mains le gonfalon. Il avait entendu raconter comment Jeanne de Naples, sa vieille ennemie, avait été étouffée au château de Muro entre un matelas et un lit de plumes. Il avait constamment habité Florence, ce centre de la politique italienne, et cependant, il avait trouvé moyen de passer au milieu de tout cela sans perdre de sa popularité envers les arts, sans perdre de sa dignité parmi la noblesse. Les préceptes de Fuligno di Conte, sans doute écrits pour lui, furent donc suivis par lui. Et Jean de Médicis, en arrivant au Gonfaloniera, trouva qu'au milieu des troubles civils, sa maison avait plutôt grandi qu'elle n'avait déchu. Jean de Médicis était bien l'homme qu'il fallait pour continuer cette grandeur. Veut-on connaître non seulement ce qu'en pensait, mais encore ce qu'en écrivait Machiavel, qui, comme on le sait, n'était pas prodigue de louanges? Qu'on ouvre au livre 4 son histoire florentine, et on y lira ce qui suit. Jean de Médicis fut miséricordieux en toutes choses. Non seulement il donnait l'aumône à qui la lui demandait, mais encore il allait au-devant des besoins de ceux qui ne la lui demandaient pas. Il aimait, d'un amour égal, tous ses concitoyens, louant les bons, plaignant les méchants. Jamais il ne